Parce que tu vois, pour te dire, au mois de décembre prochain, j'ai besoin de Pimpin qui fait du Java sur tel projet. Bah, je veux dire, t'as intérêt à avoir une belle boule de cristal, hein. Et donc les mecs trichent. Et tu t'en arrives à des situations où le budget qui est réalisé, mais même pour le mois prochain, hein, n'a plus rien à voir avec la réalité de ce que font les gens. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'ERSAS, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Olivier Kong qui est DSI Transition et qui est tombé dans la marmite de l'agilité il y a pas mal de temps. Non pas que tu sois vieux, hein, Olivier, mais ça commence à faire. Non, ça fait longtemps quand même. Ça fait quand même longtemps. Et on va parler dans cet épisode de l'enjeu du budget ou de la gestion du budget dans l'agilité. Sujet assez épineux pour toute personne qui s'y est frottée, que ce soit en direction ou autre. Mais avant ça, Olivier, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, je suis pas vieux, mais je suis pas tout jeune non plus. Parce que du coup, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans l'informatique. À l'origine, j'ai un profil de dev, en fait, hein, donc j'ai fait de la technique. Et puis j'ai évolué sur différents postes, sur de la chefferie de projet, de l'architecture, et puis après sur des postes de DSI. J'ai fait ça dans plein de milieux. Au départ, j'ai commencé par le milieu bancaire, j'ai évolué sur de l'éditeur de logiciels, plutôt des petites boîtes, des startups. Et puis après, quand j'ai commencé à prendre des postes de DSI, c'était très souvent dans des petites boîtes, mais aussi tout le temps rattaché à des grands groupes, en fait. Donc pas des startups de 3-4 personnes, c'était souvent plutôt des boîtes d'une cinquantaine de personnes et qui appartenaient à des multinationales. Donc j'ai pu faire ça chez des boîtes que tout le monde connaît, hein, ruedumecommerce.com par exemple. Ok. Il y a un petit moment, j'ai fait ça chez LVMH aussi, chez Oui SNCF. Enfin bon, ouais, j'ai fait ça dans un certain nombre d'entreprises. Et effectivement, l'agilité, bah moi dans mon parcours, ça m'a un peu changé ma vie en fait. Parce qu'il y a très longtemps, je travaillais chez chapitre.com, qui est un site qui aujourd'hui est plus le même et qui appartient plus aux mêmes personnes, mais bon, peu importe. Et à cette époque-là, j'avais des équipes, on bossait dans un bon vieux cycle en V, tu vois, ce que j'avais appris à l'école en fait. Et ça marchait pas du tout, quoi. C'était une galère. C'était une galère, les équipes étaient malheureuses parce qu'on avait une pression, parce que on savait pas très bien gérer la manière dont on priorisait nos affaires, parce que moi, du coup, ce que je voulais, c'était avoir le contrôle du projet de façon à pouvoir dire à mon patron de manière claire ce qui se passait, lui annoncer des dates sur lesquelles on changeait pas. Enfin, tu vois, ce qui se passe beaucoup, en fait, encore aujourd'hui dans l'informatique. Et puis à côté de nous, il y avait une petite équipe qui avait été montée sur un projet qui, à l'époque, devait faire un Facebook orienté pour les personnes âgées. Mais après, peu importe l'objectif, mais ces mecs-là, ils bossaient en extreme programming. Et putain, eux, ils étaient heureux, tout marchait bien. Quand ils appuyaient sur un bouton pour déployer, ils allaient presque boire une bière pendant qu'ils déployaient, parce qu'ils étaient tellement sûrs de ce qu'ils déployaient en prod qu'ils avaient jamais aucun problème. Et ça m'a fait tellement envie que du coup, j'ai été voir ce qu'ils faisaient, quoi. Et depuis, et ça fait une bonne quinzaine d'années, bah, je n'ai plus jamais lâché les méthodes agiles, parce que moi aussi, ça m'a rendu plus heureux, mais plus important que tout, ça a rendu les équipes avec lesquelles je bosse plus épanouies, en fait. Et pour moi, c'est ça qui compte en réalité. Et donc depuis, j'ai jamais changé. Toutes les missions dans lesquelles je suis passé sont plus ou moins en agile. Il y a toujours des niveaux de maturité qui changent, mais moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de faire évoluer la maturité des entreprises sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'imaginerais pas travailler autrement, quoi. Très clair. Tu as dit un truc avant d'aller dans la question du budget, mais ça me titille un peu, tu sais, c'est le côté, oui, on avait des dates à respecter. Tu vois, ce Ouais. côté date, il me fait péter un câble parce qu'en fait, toute équipe a des engagements à tenir. C'est juste la nature de l'engagement qui change. Moi, à mon sens, de ce que j'en ai compris, c'est que ma synthèse, mais je sais pas si c'est bon, hein, je suis preneur de ton feedback, c'est que euh, si je suis le marketing et je bosse avec des équipes dev,
j'ai envie qu'on priorise des user stories, par exemple, là, parce que c'est un pain exprimé en potentielle solution, tu vois, mais c'est pas comment on fait les choses ou autre, hein. Et à un moment donné, j'ai besoin d'avoir un engagement de quand c'est qu'on va traiter cette user story. Pas forcément de la manière précise, mais de l'engagement de comment on va traiter cette user story parce que j'en ai besoin pour mon taf. Ouais. Et du coup, est-ce que je résume mal les choses? Est-ce que ma vision est tronquée ou est-ce que j'ai mal compris? Bah, je vais te prendre un exemple. Euh, Quand j'ai travaillé chez LVMH, on devait construire un site de e-commerce. Et en plus, on était sur un projet qui était un peu touchy politiquement, j'entends, vis-à-vis d'LVMH, parce que ils avaient déjà fait plusieurs tentatives et ça n'avait pas marché. Et donc nous, on était un peu le dernier essai, quoi. Tu vois. Et donc autant dire que la pression sur le fait que ça sorte était importante. Et mais par contre, d'un autre côté, LVMH nous a dit, vous faites faut que ça sorte en fait, mais donc vous vous engagez à ce que ça sorte, donc il y avait une date précise de sortie, mais par contre vous faites ce que vous voulez au milieu. Et on y reviendra parce que c'est très lié à la gestion du budget aussi, mais du coup on a sorti un site, sauf que le site n'avait absolument aucun rapport avec ce qu'il était prévu au départ. Parce que tout a changé en cours de route, mais pour plein de raisons, pour des raisons business, pour des raisons techniques, parce que les gens aussi, parce qu'on a fait une bêta test et qu'en cours de bêta test, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qu'on voulait faire qui convenaient pas à nos clients. Et donc quand on est arrivé à la fin, le site n'avait juste rien à voir, quoi. Donc ouais, c'est bien de prendre des engagements, et je pense que, et en agile, il y a aucun problème à prendre des engagements sur des dates. Par contre, ce que tu peux pas faire, c'est le fameux triangle de fer de la gestion de projet. Ce que tu peux pas faire, c'est t'engager et sur un budget, et sur un contenu fonctionnel précis, et sur une date de sortie. Ça, c'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait un truc qui saute, quoi. Et le principe en agile, c'est que le verrou qu'on enlève, c'est celui du périmètre fonctionnel. Donc si tu acceptes que le périmètre fonctionnel sera pas celui, ou du moins pas exactement celui qui est prévu, bah à ce moment-là, tu peux respecter les deux autres, à savoir le budget et le délai. Et ça fonctionne. Mais par contre, et c'est pareil pour les budgets, euh, faire accepter, et notamment à des dirigeants, que oui, ils vont devoir donner de l'argent, et parfois ça se compte en millions d'euros, mais que non, ils savent pas exactement ce qu'ils auront à la fin, et ben c'est pas toujours simple, et t'as des circonstances dans lesquelles c'est même impossible, du genre, sur les boîtes qui travaillent et qui font tout sous-traiter, ou qui font sous-traiter une grosse partie de leur activité, ah bah là c'est extrêmement compliqué, parce que du coup tu as une relation contractuelle qui entre entre Bien sûr. l'entreprise cliente et l'entreprise qui fait, et ça devient très très difficile, voire impossible, quoi. Du coup, périmètre fonctionnel, je l'entends. Juste la nuance aussi sur le périmètre fonctionnel, parce que toi, tu as périmètre fonctionnel plus ou moins précis, et du coup, l'engagement est plus ou moins, on va dire, contraignant ou complètement à côté de la plaque, on va dire. Tu vois, quand tu Ouais, parles mais de... Hein? en réalité, ça marche à tous les niveaux, cette histoire, parce que tu vois, nous, sur l'exemple du site web que je prenais tout à l'heure, on est arrivé en se disant, évidemment, tu vas avoir un site web avec un tunnel de commande, avec telle page de telle manière, avec tel autre bout du site qui fonctionne de telle façon. Par contre, on leur a pas dit, enfin, c'était pas hyper précis, quoi. C'était pas hyper précis, puis surtout, ça bougeait au fil de l'eau. Et il faut accepter que même sur des gros sujets, ça peut changer au fil de l'eau. Enfin, notre tunnel de commande a complètement changé en plein milieu du projet, pour une raison business à laquelle on n'a pas pu échapper. Mais tu vois, alors, on n'avait pas pris d'engagement sur le sujet, mais si on s'était engagé au tout départ sur un tunnel de commande précis, on serait pas arrivé à la fin avec le tunnel de commande qui avait été commandé, quoi. Ok, non, non, je comprends. Je pense qu'il y a une question de... il y a deux questions dans ce que tu dis, et je pense qu'on va aller sur le budget grâce à ça aussi. C'est la question en tant que client partenaire qui a un besoin, la relation en fait, mon besoin va être traité euh, à quelle échéance globalement? Tu vois, on est très large, mais ça, c'est quand même un peu ce truc-là, parce que moi, en tant que client, finalement, tant que c'est pas traité, je peux pas avoir des actions complémentaires derrière, ce qui est normal. Et le second, c'est à quel prix? Donc Alors, tu dis de manière assez précise, mais tu vois aussi au final provocante pour les parties prenantes externes, c'est-à-dire je ne m'engage pas sur ce que je vais te livrer,
ni à quelle date. Et maintenant, tu dis ni à quel coût. Donc en fait, tu as envie de dire, mais mec, fais ce que tu veux. Si tu as envie, si t'as envie de bosser tranquille, va bosser dans les équipes d'Olivier. Te prends pas la tête. Je déconne, hein. Mais du coup, tu vois, il y a quand même un truc un peu de discours de sale gosse en mode je ne répondrai à rien ni à personne. Mais en fait, enfin, alors, je comprends effectivement la perception, hein, mais c'est pas le cas en réalité. Mais on va, alors, du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail, d'autant plus que ça fait 2 fois que tu me titilles sur les délais, donc je Non, vais mais te délai, dire. parce qu'en fait, moi, je me mets de la part, parce que tu Non, as mais t'as raison. parlé, parce que toi, tu t'es positionné sur la souffrance des équipes, hein, et sur le fait que, en tant que responsable, en plus d'avoir la souffrance des équipes, ce que tu shippais ne fonctionnait pas. De la toute première expérience. Donc, en gros, t'as eu un focus équipe et en plus fonctionnel, mais ça ne fonctionne pas. Et tu as aussi moi, je représente dans cette discussion le mec en externe qui essaye de comprendre ce que tu lui proposes et où en fait, est-ce que je m'y retrouve et quelle est la confiance que je donne dans Olivier sur la finalité. C'est quoi l'engagement qu'on a entre nous? C'est ça la question. Ouais, mais il y a plusieurs. Enfin, ce qui est derrière tout ce que tu dis, c'est la prédictibilité. Euh, Et c'est aussi ce qu'on va y faire. Donc c'est pour ça que je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la manière dont ça marche, parce que c'est vrai qu'on a une certaine tendance à penser, en agile, que c'est un peu un chèque en blanc, quoi. Et je l'ai beaucoup entendu d'ailleurs dans les DSI. Je veux faire un chèque en blanc, enfin je veux pas justement faire un chèque en blanc à mes équipes, parce que évidemment je les paye pour quelque chose et donc je veux pas que ça soit complètement à l'arrache, et ça peut tout à fait se comprendre, d'autant plus que, on l'a dit en introduction, hein, une entreprise ça a des obligations vis-à-vis de ses actionnaires, mais enfin de toute façon ça a des obligations de rentabilité. Donc il y a un moment où effectivement tu peux pas y aller complètement à l'arrache, mais de toute façon c'est pas à l'arrache, parce qu'en réalité quand tu vas démarrer des équipes agiles, tu vas mesurer ce qu'on appelle la vélocité. Et alors la vélocité, c'est sûrement une notion sur laquelle on va revenir parce qu'elle est importante. Ça représente une quantité de complexité en fait qu'une équipe est capable de gérer. Et cette quantité de complexité, donc qui est appelée la vélocité, elle va évoluer au fil du temps. Donc j'imagine que tout le monde le sait, mais en particulier en Scrum, on fonctionne sur des fenêtres de temps qui s'appellent des sprints, qui souvent font entre 2 et 3 semaines, et à la fin de ces sprints, on va mesurer quelle est la vélocité réelle de l'équipe, c'est-à-dire quelle est la quantité de complexité que l'équipe a été capable de passer en prod. Et alors j'insiste sur cet aspect passer en prod. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui font ça que, que souvent c'est un premier endroit où c'est dévoyé. Mais bon, peu importe, normalement ce qu'on fait c'est ça. Et une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on sait dire que l'équipe délivre au bout de 2 semaines, et de manière tangible, vu que c'est en production, une quantité donnée de complexité. Et ça, tu vas le mesurer donc dans le temps, sur plusieurs sprints. Et de manière générale, quand tu commences en agile, tu as à peu près toujours la même courbe qui arrive derrière, et au bout d'un certain temps, souvent ça se mesure en mois, ça commence à se stabiliser. Et donc quand tu arrives au bout de quelques mois et que tu as une équipe et que tu sais de manière quasi certaine qu'elle va être capable de te fournir, euh, je te dis 50 points, alors ça se mesure en points de complexité, on pourra y revenir si tu le souhaites, mais peu importe, qui a fait 50 points de complexité à chacun des sprints, et ben en fait derrière ça va être hyper confortable, parce que quand tu as tes clients, donc ça peut être du marketing ou n'importe qui va arriver et qui va te demander des estimations, et que tu vas lui dire alors ça va coûter 10 points, ça va en coûter 15, ça va en coûter 3, et ben après tu sais que tous tes sprints tu peux les remplir jusqu'à 50. Donc en fait tu es capable aussi bien de dire à quel moment ta fonctionnalité va sortir, parce que du coup tu es capable de dire soit je le fais au prochain sprint, soit je le fais dans 2 ou 3 sprints, mais tu vas dire de manière très précise, et puis surtout de manière assez sûre en fait que ça va sortir dans 2 sprints, parce que c'est de la vélocité, et que la vélocité c'est quelque chose qui a été mesuré. Tu vois, à la différence d'une estimation qui est faite par un chef de projet, où c'est un mec qui va sortir sa boule de cristal et qui va dire à quel moment la fonctionnalité elle va sortir. Et alors ça, on pourrait y revenir aussi si tu veux, parce que c'est un truc qui m'énerve profondément, la façon dont les évaluations sont faites en entreprise bien souvent, et qui fonctionnent jamais. Enfin, moi je le constate encore aujourd'hui, ces estimations-là ne sont jamais respectées. Par contre, une fois que tu as une vélocité qui, elle, a été mesurée, donc c'est un truc qui est factuel, avec des équipes que tu connais, donc avec une dynamique d'équipe qui est déjà existante, et ben ça, je peux te dire que c'est hyper prédictif. Par contre, là où ça peut changer, c'est que si ton marketing, et ça arrive tout le temps, arrive en cours de sprint et te dit ah ouais mais alors attendez, parce que là j'ai un nouveau truc super urgent,
parce que le concurrent a fait telle chose, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, peu importe. Donc il me faut faire quelque chose d'urgent, bah oui, ça veut dire que tu t'autorises à te dire, je vais prendre ta nouveauté et je vais en décaler une autre. Mais n'empêche que quand tu vas regarder tous les sprints qui viennent à l'avenir et que tu vas prendre ta vélocité, tes estimations, tu seras capable de dire à quel moment tout est capable de sortir. Et si ton équipe, non seulement elle est stable, mais la stabilité c'est important dans les équipes en agile, mais si ton équipe elle est stable, tu vas être capable de dire et de manière assez précise à quel moment ça va sortir. Donc faut pas croire qu'en agile on n'est pas capable de dire quand est-ce que les choses sortent, c'est pas vrai, on fait plein d'estimations et il y a plein de logiciels agiles qui sont capables de faire ça de manière très simple, enfin, et ça se fait très bien avec un fichier Excel aussi, et c'est fiable, et c'est bien plus fiable qu'une estimation d'un chef de projet en cycle en V. Ok. Mais du coup, pour répondre, du coup, ce que toi tu dis, c'est ce que tu veux mesurer, c'est la capacité à faire des gens de ton équipe, parce que ça, c'est très lié à une maturité d'équipe, de façon de travailler, et du coup, toutes les équipes sont pas similaires dans le temps ou autre. C'est le point que tu dis. Et à partir de là, tu as une vélocité, mais la personne en face, elle va comprendre l'impact de cette vélocité si tu lui dis ce que tu disais, que ce soit du t-shirt sizing ou la façon dont c'est fait, etc. C'est-à-dire le découpage de ce que tu fais. Tu vois, il y a quand même une question de complexité, de poids. Enfin, tu es obligé quand même, si tu donnes une vélocité, juste une vélocité, ça ne donne pas ce que tu peux faire dans le prochain sprint. Donc, tu as quand même une question Non ça. mais non, non, mais bien sûr, mais il y a plusieurs choses derrière ça. De toute façon, la vélocité, potentiellement, tu vas pas la donner à ton marketing, parce que ça les intéresse pas en réalité. Mais tu vois, quand t'as un service marketing qui va arriver avec différentes fonctionnalités, eux, ce qu'ils vont te donner, c'est les fonctionnalités. Qui d'ailleurs potentiellement sont trop riches, et que donc tu vas chercher à leur faire découper, puis tu vas surtout chercher à obtenir un MVP, donc un Most Valuable Product, quelque chose qui est Ouais. potentiellement plus petit que ce qu'ils ont voulu, parce que très souvent ils décrivent une fonctionnalité complète, voire trop complète. Bref, peu importe. Et donc ça, tu vas le découper, mais au départ, tu vas le découper en gros morceaux. Tu vois, une fonctionnalité, tu vas peut-être la découper en deux, en trois, en quatre, bon, peu importe. Mais par contre, en tant que Scrum Master ou que RTE ou même que DSI, pourquoi pas, tu vas être capable de dire que cette grosse fonctionnalité, après l'avoir retravaillée avec tes équipes, tu seras capable de la sortir en entier dans 3 mois, par Ok. exemple, Mais ou du à coup, on une est date d'accord donnée. que, en fait, moi, j'ai l'impression que tu, euh, que tu forces à redécouper versus un projet en V où tu acceptes un besoin global et on te donne une date de sortie finale. Toi, Ouais, bien sûr. tu redécoupes par phase qui sont des sprints. Dans ces sprints-là, comme tu connais ta vélocité et que tu redécoupes, tu, euh, pour moi, c'est un changement d'échelle en fait. Tu Ah te ouais, il y a plais, un changement d'échelle complètement, ouais. c'est un changement d'échelle plus micro, mais tu restes dans un engagement qu'à la fin de ce sprint-là, tu auras traité ces sujets-là. Par contre, Oui. tu sais que, juste pour être sûr, parce que, en fait, ce qui est quand même difficile dans l'agilité, enfin, pour des gens, tu vois, moi, je fais du software, donc je pense pas qu'on fasse du cycle en V, tu vois, avec RSAS, on fait des sprints, etc. Par contre, dans la communication, c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup d'opposition. On s'engage sur rien, mais en fait, si tu t'engages, c'est juste que l'échelle sur laquelle tu t'engages est plus courte et que tu sais que pour tenir sur cette échelle-là, tu challenges énormément le besoin entrant Oui. parce que le périmètre fonctionnel, quand tu fais les choses, change parce que tu t'aperçois de Ouais. complexité et que tu as plein de micro-décisions à prendre qui vont impacter l'idée initiale du mec en face qui pensait que ça serait plus simple ou de faire là-dessus. C'est ça que j'ai l'impression que c'est plus sur ce point-là que c'est. En fait, il y a deux choses. Il y a que le besoin, effectivement, on va chercher à le découper. Et on va chercher à le découper, déjà d'une part parce qu'on va chercher à le confronter au client le plus vite possible. Mhm. Et que très souvent, quand on te donne un besoin, il est très gros, et c'est le besoin un peu en situation idéale, si tu veux. Et que la situation idéale, c'est bien, mais avant d'avoir la situation idéale, c'est bien d'avoir la situation minimum et de la confronter à un client pour voir ce que le client y raconte là-dessus. Bien sûr. Et je peux te dire que quand j'étais chez LVMH, ça nous a sauvé un paquet de fois, parce qu'on avait des besoins qui n'étaient pas ce que voulaient les clients au final. Mais nous, on pensait que c'était ça qu'ils voulaient. Et donc, tu vois, on a découpé ce besoin en morceaux plus petits, on a testé un premier morceau, on s'est rendu compte que ça allait pas du tout, et on s'est adapté. Et heureusement qu'on n'a pas travaillé sur l'ensemble du besoin, parce qu'au final, le truc n'avait rien à voir à la fin, quoi. Et enfin, tu vois, ce que je te racontais tout à l'heure sur le fait que notre tunnel de commande avait complètement changé, si j'avais été dans un cycle en V,
surtout le tunnel de commande sur un site de e-commerce, c'est un peu la base du truc. On aurait forcément fait des specs détaillés là-dessus très très vite. Et tout aurait été à mettre à la benne parce qu'en réalité, c'était pas utilisable. C'est pour des raisons que je peux pas te dire là, mais c'était pas Ouais, utilisable. bien sûr. Et tout ça aurait été mis à la benne. Alors que l'avantage, c'est qu'en le découpant, on a pris un premier morceau qu'on a fait, on s'est rendu compte que c'était pas bon. Donc effectivement, il a fallu le changer, mais par contre, on n'a pas gaspillé du temps à travailler sur la suite qui de toute façon n'aurait pas été faisable pour tout un tas de raisons. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, il faut découper le besoin pour confronter le client le plus vite possible. Et après, côté équipe, une fois qu'on a ce besoin découpé, oui, on va le découper en morceaux tout petits, mais ça, c'est plutôt pour des raisons opérationnelles, c'est plus pour que nous, déjà, on puisse constater un avancement rapide, c'est aussi pour qu'on puisse euh, se réadapter vite si jamais on a un problème, parce qu'on est dans des Bien projets sûr. hein, et il se passe des choses, quoi. Non, mais on est OK. Moi, de ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est premièrement, on a beau mettre la relation la plus fine avec le métier, etc., en faisant les choses, premièrement, on découvre des aléas qui doivent modifier le besoin parce que sinon, le coût, la complexité peuvent faire exploser le truc. Ça, c'est un premier point très technique au final parce que on peut tout faire, oui, mais à quel coût, etc. Et donc, du coup, plus tu découpes, plus tu as un échange rapide, plus tu affines en continu, plus tu es capable d'avancer dans la bonne direction. Le second, c'est plus vite tu mets en prod les choses, plus vite en fait tu as un feedback réel et non désiré de que ce soit le marketing ou le client final parce qu'en fait tu te rends compte que ce que tu avais imaginé parce que c'est une question quand même d'imagination. Je pense que cette feature là de cette manière là pourrait faire ça et ça serait trop bien et même avec le meilleur d'anticipation et de bonne volonté, tu te trompes souvent dans ce côté-là parce que bah, Ouais, c'est difficile, enfin juste c'est pas évident. Nous, on le voit on fait plein de maquettes, tu vois, sur Figma, essayer d'être le plus réaliste possible. Ça marche quand on pousse assez loin, ça marche assez souvent. Mais il y a des cas où, en fait, à un moment donné, si tu l'as pas codé, le truc, tu peux pas te rendre compte que, en termes d'expérience utilisateur, il y a des trucs qui sont chelous, quoi. ouais, c'est vrai, et je pense aussi il y a certains sujets sur lesquels, tant que des utilisateurs ne sont pas passés Ouais. dessus, Non, mais en toi, réalité, la tu sais pas. personne, tout ce chemin-là, il est vrai. Bon, maintenant, d'un point de vue, donc, on est d'accord, on a compris, c'est-à-dire, on est OK pour, on a des orientations, des projets, des produits, on s'en fout le nom qu'il y a. On va faire des trucs, on va découper un maximum pour essayer de minimiser le risque technique, mais aussi le risque de faire un truc qui sert à rien. C'est les deux. Tu vois, Ouais, il y en a quand même deux importants. Et ça va nous permettre d'apprendre plus rapidement en continuant ensemble pour voir dans quelle direction on va. Et donc, du coup, on pourrait même dire de le faire au meilleur prix, puisqu'on aura moins de pertes de trucs qui servent à rien ou de hum, trucs où on s'est enquiquiné pendant super longtemps techniquement, alors qu'au final, on s'aperçoit que c'était pas le truc. Donc, on pourrait très bien dire que tu favorises, tu fais les choses de la manière la plus efficiente possible, budgétairement parlant, puisque tu supprimes pas mal de risques techniques et de choses qui ne servent à rien. ouais, On est c'est OK vrai. là-dessus. OK. Maintenant, quand tu regardes ton année, on arrive en 2024, et donc du coup, tu as des ronds. Et donc du coup, ces ronds-là, tu dis, ben, en fait, on les découpe comment? Parce que c'est comme ça que les boss fonctionnent, on est d'accord, hein. Tu les Alors, découpes. ça dépend des boss, quand même. Ok, ben super, Mais, ben, du coup, trop intéressant. Ben, ok, ben, du coup, on verra les deux fonctionnements de boss. Mais ouais. globalement, dans l'entreprise, tu as des budgets, donc du coup, avec ces budgets-là, tu te dis, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est V0 du boss. V1, c'est quoi, Olivier? Le... Non, il y a toujours Il y a la, toujours la, quand même cette partie-là, on est la d'accord, V0, hein. parce que tu arrives toujours en début d'année avec effectivement un budget, et tu te poses la question de savoir ce que tu vas faire avec ton budget. Ça, c'est normal, toute entreprise fonctionne comme ça. Enfin, on n'est pas non plus des œuvres caritatives, hein. Donc, donc l'argent, il doit être utilisé, et il doit être utilisé au plus serré. Mais j'ai pas de problème avec ça en soi. Ce qui me dérange plus, c'est la manière dont c'est fait derrière. Et je vais te prendre deux exemples, parce que pour le coup, j'ai vécu deux exemples très différents. Un qui marche très bien, un qui marche pas du tout. Et pourtant, celui qui marche pas du tout, c'est malheureusement ce qu'on rencontre dans 90%, je pense, des entreprises aujourd'hui. Je vais te prendre l'exemple de ce qui marchait très bien. Euh, L'exemple de ce qui marchait très bien, c'est donc moi je suis DSI de la boîte en question, donc je connais mon budget de fonctionnement sur une année X, et le DG vient me demander combien je veux sur l'année X plus 1 compte tenu de la stratégie de l'entreprise.
Bon, sachant que je sais qu'évidemment, je peux pas doubler mon budget, bon, peu importe. Donc, en gros, ce que je vais faire, si tu veux, c'est que je vais lui expliquer que comme on a une volonté de croissance, je te dis n'importe quoi, de 20%, j'aurais besoin de faire croître les équipes, on va faire simple, de 20% aussi. Donc lui, il va augmenter le budget de 20%. Bon, le mec est sympa. Et donc, on arrive sur l'année N+1 à 120%. Si ça s'arrête là, mais ça ne s'arrête jamais là, tout va bien, quoi. Mais ce qui va se passer derrière, c'est que le mec, il va te dire, ok, je te file donc les 120%, et ça se compte en millions en général, qu'est-ce que j'ai pour mes 5, 10, 30 millions, tu vois. Et alors, c'est là où l'exercice se complexifie, et là, tu as t'as deux façons de voir les choses. C'est soit tu as une idée assez précise de ce qui va venir dans l'année qui suit, et donc tu es capable de faire l'exercice qu'on s'est fait tout à l'heure, c'est-à-dire se dire je vais prendre les fonctionnalités majeures, je vais les macro-estimer, et du coup, vu que je connais ma vélocité par sprint, je connais aussi ma vélocité sur une année complète, et donc je suis capable de dire, grosso modo, et j'insiste quand même sur le grosso modo, ce qui va pouvoir sortir sur l'année suivante. Souvent, ce qui est bien de faire pour rassurer les gens, c'est de prévoir un palier qui sera le palier minimum de ce que tu vas livrer. Parce que si tu arrives juste en disant je vais te livrer ça grosso modo et ça va te coûter 15 millions, le mec il a intérêt à être sacrément sympa pour l'accepter. Alors que si tu arrives plutôt en lui disant ça, je vais te livrer tout ce périmètre-là de manière sûre, et puis j'ai un 20% qui est moins sûr, ce qui va être en fait du flottant. Ça déjà, ça passe mieux en général. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de à quel point les gens dans l'entreprise ont une certaine connaissance des équipes, de la méthode, et puis surtout, j'ai envie de te dire, une certaine confiance dans les équipes. Tu vois, en fait, je pense que tu peux faire ça très simplement quand tu as des équipes qui tournent en agile depuis quelques années et que tu as gagné la confiance de la direction du métier. Là, c'est très simple à faire. Ok. Mais si tu veux, par exemple, sur la partie ici en focus budget, tu as quand même une question ce qui est quand même difficile, ça touche à des choses du coup, on revient dans la prédiction. Donc, parce que c'était l'enjeu initial qui était de dire Hum, la prédiction, quand on parle de ce qu'on peut faire répéter, du coup, ça sert à rien de passer du temps là-dessus. Sur du long terme, je parle, puisque sur du court terme, en termes de sprint, etc., tu restes dans une prédiction avec un delta de fonctionnel qui est plus libre que ce que historiquement les gens faisaient. Par contre, tu vois, je dis une bêtise, nous, Airsas, on a développé, on a mis en place une marketplace d'intégration avec Asana, Jira, Monday. Tu hum, vois, il y a de la tech lourde derrière parce que c'est de la synchronisation, tu as du refresh token, il y a tout ça. Bon, à un moment donné, ouais. tu dois te demander, OK, ça va me coûter combien et à partir de quand, grosso modo, je vais pouvoir le commercialiser. Et en fait, c'est parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est chaud en termes de roadmap d'entreprise. Alors, quand tu as du gras, que tu peux te permettre un an de retard, machin, parce qu'il n'y a pas de concurrence ou que si ou quoi, fine, tu vois, tu le fais. Mais la réalité, souvent, c'est que ce n'est pas le cas et que tu as besoin à un moment donné de fine-tuning. Alors, le périmètre fonctionnel, tu as raison, il évolue. Mais en même temps, tu as quand même cette question-là en tant que boss de budget, de périmètre fonctionnel minimum et de date. Oui, mais enfin, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu vas faire ton budget à l'année N+1, comme tu vas commencer à travailler un backlog, en fait, pour l'année Ouais, N+1, qui c'est va être un ça. backlog macro, tu vas savoir dire tes fonctionnalités prioritaires, à quelle Ouais. date tu vas les sortir. Normalement, si tu as bien fait ton job, ça veut dire que tu connais aussi le ROI qui est attendu de la fonctionnalité en question. Mhm. Étant donné que tout ça, c'est associé à une vélocité, en réalité, le DSI, s'il est malin, il a fait le rapport entre sa vélocité et le budget qu'il a, quoi. Donc tu vas savoir dire que ta fonctionnalité elle sort à telle date, qu'elle t'aura coûté X et qu'elle devrait être rapportée Y. Mais du coup, tu vois, cette fonctionnalité, là où je ne comprends pas par rapport à ce que tu disais précédemment, c'est que comme on parle sur quelque chose d'annuel, là, on est très macro. Donc, du coup, pour Ouais, pouvoir faire une vélocité un peu plus précise et pas être dans ce que tu disais précédemment, dans le côté je parie sur l'avenir et en fait c'est pété, c'est que tu dois tout découper oui, en t-shirt sizing, que ce soit feature ou user story, ML, XL, etc., qui font que tu recostes tout. Et ça, ce travail-là de coster tout un an à l'avance sur des gros trucs ou beaucoup,
Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent ou est-ce que c'est pas comme ça que tu t'y prends? Parce que sinon, je comprends pas comment tu reviens pas dans, grosso modo, Alors dans un c'est an, on pourra faire ça. non, mais c'est effectivement pas comme ça que je m'y prends. Et je suis pas passé sur mon deuxième exemple, donc il faudra que je te passe. Pardon, Non, non, mais il y a excuse-moi. pas de souci. C'est juste que tu m'y fais penser parce qu'il y a deux exemples opposés. Déjà par rapport à ce que tu dis, faut bien voir que dans l'agilité, tu as deux niveaux, hein. T'as le niveau micro, donc qui est la user story, les sprints, voilà. Et, mais ça se voit beaucoup plus quand tu es en agile à l'échelle, en fait. Et donc, soit tu es en agile à l'échelle, mais même quand tu as des 2, 3, 4, 5 équipes qui sont en Scrum, tu as quand même un niveau qui est au-dessus, en général, et qui est matérialisé par des épiques, qui ont... Alors, les gens peuvent faire différemment, mais qui ont souvent un système de valeurs qui est un petit peu différent des user stories, donc, mais tu as quand même un niveau macro, quoi. Donc, ce niveau macro, qui vont être les épiques, lui, tu es capable de le projeter sur un an. Il y a un truc qui est important, c'est que quand tu vas préparer tes épiques pour l'année à venir, tu peux les macro estimer, tu peux les macro préparer. Ce qu'il faut pas, c'est tout détailler, quoi. Tu vois, le OK. détail de ces épiques, il se fait en just in time, donc au fur et à mesure où tu avances. Mais par contre, tu vas travailler en macro sur ce backlog d'épiques. La manière dont ça marchait dans mon premier exemple, qui était donc l'exemple qui marchait bien, c'était qu'on faisait ce budget sur la base de ces épiques macro, qui n'étaient pas détaillés. Le budget, il était fait sur une base de capacitaire. C'est-à-dire que le budget, il n'était pas là pour fournir de la fonctionnalité, il était là pour fournir du people. Et à aucun moment, et on voulait pas le faire, à aucun moment, enfin, à aucun moment, c'est pas complètement vrai, mais en tout cas, la base du calcul, c'était pas de se dire telle fonctionnalité, ça pèse 300 000 euros. Non, mais par contre, enfin, je pense qu'il faut pas se mentir non plus. Le boss, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien sûr, je finance des hommes. Par contre, ces hommes-là, on rajoute de devs. Combien de features on fait en plus à l'année tu vois, enfin, c'est comme Ouais, ça qu'il mais réfléchit. bien sûr, mais ça, tu sais le dire. Oui, mais du coup, on revient, enfin, en gros, tu ne mets pas de l'argent sur une fonctionnalité en termes j'achète tant de prestats pour faire telle feature, mais au final, tu mets de l'argent pour avoir une capacité à faire. Ouais. Et je vois pas trop en fait le changement vraiment fort sur le long terme. À part que si on t'enlève le budget dès que la fonctionnalité est finie, c'est ça que tu veux dire? Ah bah non, je mets le changement fort, je vais te l'expliquer, parce que ça, c'est le cas qui marche, parce que une fois que tu as ton budget et ta capacité à faire, et donc tu sais dire ce que tu vas sortir dans l'année, même si, encore une fois, j'insiste, mais ça peut changer. Bien sûr. Mais enfin, ça, pour le coup, c'est un mode de fonctionnement qui marche. C'est même le mode de fonctionnement qui est préconisé par les méthodes agiles. Enfin, tu vois, Ok. dans l'agilité à l'échelle, sur Safe, il y a tout un truc qui tourne autour de la manière de budgéter, et on n'est pas loin de ce qu'on vient de se dire là. Par contre, tu as d'autres modes de fonctionnement, et il faut bien se rendre compte que, et c'est spécialement, enfin, plus les entreprises sont grandes, et plus c'est vrai, t'as des boîtes qui fonctionnent pas comme on vient de se le dire, hein. Le- et c'est surtout ça qui me pose problème, parce que la manière qu'on vient de décrire, moi je pense qu'elle peut fonctionner. Il y a plein de... tu peux avoir plein d'aléas dans tout ça. Enfin, tu vois, déjà la maturité de tes équipes, encore une fois, la confiance derrière, et puis en cours d'année, il va se passer plein de choses, donc forcément, ton budget prévu au départ ou même ton périmètre va changer, et c'est normal, et ça, faut arriver à le faire comprendre aux différents interlocuteurs, et c'est pas toujours le plus facile. Donc je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, ça peut fonctionner. Alors que par contre, tu as d'autres entreprises, euh, plutôt des très grands groupes, je pense, qui, eux, vont pas s'arrêter là, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont me dire, l'année prochaine, je te donne 100 millions pour ta DSI, et donc je veux savoir, enfin j'ai ma liste de courses qui est là, et donc je veux que tu me dises ce que tu vas être capable de faire. Donc tu vas leur dire ce que tu es capable de faire. Puis les mecs vont te dire, ok, mais moi je trouve que ça coûte trop cher, donc en fait j'ai besoin sur chacune des fonctionnalités, et c'est du vécu, hein, ce que je te dis, j'invente rien, que sur chacune des fonctionnalités tu me dises combien ça coûte exactement. Alors là déjà tu commences à rentrer dans un truc qui n'est plus très agile, parce que du coup pour faire ce calcul-là, tu vas être obligé. Tu peux toujours le faire sur la base de la vélocité en te disant ça va me coûter une portion de sprint, mais donc j'estime que ça coûte tel prix. Et puis les mecs vont revenir derrière en te disant ouais, mais alors en fait on est embêté parce que en réalité vous en avez pas pris assez par rapport au budget qu'on a, donc on voudrait en faire rentrer plus. Et donc pour en faire rentrer plus, on a besoin de savoir qui travaille sur quelle fonctionnalité à telle date.
Ah bah alors là, je vais te dire que quand tu es dans cette situation, ce qui veut dire que tu vas être amené à faire un planning détaillé sur l'année à venir avec un plan de charge et dire Monsieur Pimpin, il va bosser sur la fonctionnalité A du 1er janvier au 21 janvier, puis du 22 janvier au 3 février sur la fonctionnalité B, et ainsi de suite. Tu fais rentrer dedans de la maintenance, que tu n'es pas capable d'estimer en termes de volume. Mais c'est pas grave, tu le fais parce que c'est la direction de l'entreprise, enfin c'est pas grave, la direction de l'entreprise te le demande, donc tu le fais. Donc tu vas leur sortir un budget annuel, complètement détaillé, et potentiellement tu as 300 personnes derrière. Et dans l'exemple que j'ai en tête, ça se compte même, c'est plus de 1000 personnes. Donc tu vas sortir ce budget détaillé à plus de 1000 personnes, en disant qui travaille sur quoi, ok. Et les mecs te disent super, on est content. Et ce que je trouve grave, si tu veux, c'est que c'est des gens qui ont de l'expérience, hein, parce que ils sont dans l'entreprise depuis extrêmement longtemps et ils font ces métiers-là depuis très longtemps. Et ils voient très bien tous les ans qu'à la fin de l'année, le budget réel, celui qui a été consommé, n'a absolument aucun rapport avec le prévisionnel qui a été fait l'année d'avant. Mais c'est pas grave, eux ça leur va parce que ils ont eu un budget très détaillé, que ça leur a donné la sensation qu'on justifiait la dépense qui a été réalisée, et puis surtout que ça leur donnait la sensation que oui, on n'était pas en train de les enfler d'une manière ou d'une autre. Alors ok, c'est super, hein, mais quand tu... Alors déjà, deux choses, c'est que pour construire un budget tel que je viens de te le dire, les mecs trichent dans les équipes. Ils ont pas le choix, en fait. Parce que pour faire ce budget-là, de manière théorique, t'es obligé de répartir des gars sur des dates qui n'ont aucun sens, t'es obligé de te dire je vais avoir 20, 30, 40% de maintenance, alors qu'en réalité, t'en sais rien, parce qu'ils sont pas capables de prendre, mais personne ne serait capable, ils sont pas capables de prendre en compte la répartition des compétences des gens, parce que tu vois, pour te dire, au mois de décembre prochain, j'ai besoin de Pimpin qui fait du Java sur tel projet, bah, je veux dire, t'as intérêt à avoir une belle boule de cristal, hein. Et donc les mecs trichent, et tu t'en arrives à des situations où le budget qui est réalisé, mais même pour le mois prochain, hein, n'a plus rien à voir avec la réalité de ce que font les gens. Mais la direction est contente, parce qu'ils ont un budget présentable à des actionnaires, effectivement, enfin oui, surtout à des actionnaires pour le coup, alors que dans la vraie vie, les mecs font un truc qui est complètement différent de ce qu'il y a dans le budget. Et ça, c'est aberrant. Alors déjà, c'est aberrant. Et en plus, l'autre problème de faire cet exercice détaillé, c'est que quand t'as un mec qui arrive 4 mois plus tard et qui vient relever les compteurs en te disant alors, vous aviez prévu de faire 118 jours et demi sur tel projet, vous en avez fait 135, qu'est-ce qui s'est passé? Et que tu dois te justifier là-dessus, bah la seule chose qui se passe, c'est que l'estimation suivante, elle va être à 150, et que les mecs se seront même pas posé la question de savoir si c'est 90, 110, 120. Ils auront juste mis 150 pour pas s'en prendre une. Et en fait, de bout en bout, tu fais ça pendant des années, et de bout en bout, ton budget n'a juste plus aucune réalité opérationnelle, ça n'a aucun sens. Donc, du coup, si j'essaye de résumer, il y a des personnes qui sont complètement déconnectées du delivery et qui font rentrer, Ouais. qui ont une envie idéale ou idéaliste que la compta analytique peut se décomposer sur chacune des features et qui peuvent rationaliser. J'essaye de synthétiser pour voir si Non, c'est non, ce non, que mais ça. je comprends. Mon expérience dans cette situation-là, elle est un peu différente Ok. parce qu'en réalité, je pense que les directeurs financiers qui gèrent ça, ils n'ont pas besoin de tout ce détail. Eux, ils s'en foutent. Ils veulent juste savoir combien va leur coûter leur DSI, combien ça va rapporter, et en fait, ça s'arrête à ça. En réalité, où le bas blesse, je pense, c'est plutôt au niveau du middle management. Parce que le middle management, ils vont demander une première estimation à leurs équipes, et cette estimation-là, elle va pas leur plaire. Et elle va pas leur plaire soit parce que, de leur point de vue, c'est pas suffisamment ambitieux, soit parce qu'ils ont la pression, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont la pression, soit de leur métier, soit de leurs clients, soit de leur direction, peu importe. Mais ils ont la pression pour en faire rentrer plus. Et le problème, c'est que, enfin, c'est des gens qui veulent briller, quoi. Donc, tu vois, c'est le middle management, ils veulent briller, ils veulent faire mieux que le voisin. Et donc, pour briller, ils vont commencer à mettre la pression sur les équipes pour être sûr d'en faire rentrer le maximum possible dans le machin. Donc, tu vois, ils sont en train de tasser autant qu'ils peuvent, là, tous les sprints. Et quand ils. Et c'est là où, pour moi, il y a un aspect confiance qui est hyper important. Et je pense qu'il y a un moment où, quand ils regardent ce que les équipes leur filent,
en termes budgétaires, ils voient des lignes puis ils comprennent pas bien pourquoi telle fonctionnalité coûte si cher alors que ça paraît simple. Et donc là, ils se disent, non, ça me va pas, les mecs sont en train de m'enfler. Et comme ils sont en train de m'enfler, et ben moi je veux avoir tout le détail de ce qui se passe derrière. Et c'est là qu'ils arrivent à te demander tout le détail. Mais ce détail-là, en réalité, il remonte pas au-dessus, tu vois. Il est juste là pour que le mec qui est au milieu euh, puisse aller voir son boss en toute confiance. Donc il y a une question de contrôle derrière ça Ok. et de confiance. Et qui puisse aller lui dire ouais, on va faire ça et je suis quand même assez sûr qu'on va le sortir. Mais Ok. là, tu vois, il y a un truc hyper malsain qui s'est créé et qui n'était pas utile en fait au départ. D'accord. Du coup, sur la partie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi liées à l'échelle de temps dont on parle. Il y a l'échelle du temps de l'année, puisque les budgets sont annuels. Tu as quand même l'échelle aussi du temps du coup du sprint ou l'échelle de temps minimum de repriorisation qui peut être Ouais, 2 semaines, 3 semaines. Tu as aussi une échelle intermédiaire, j'ai l'impression, au quarter, vu qu'au quarter, toutes les directions ont des espèces de bilans, tu vois, financiers, oui, commerciaux. Et donc, du coup, est-ce qu'une des façons de faire, c'est pas de dire, grosso modo, cette année-là, il y a ces sujets-là, et avec ce qu'on est capable de faire, donc notre capacitaire, on peut traiter globalement ces sujets-là, donc ces épiques-là, parce qu'on a un peu fait, alors les mots sont pas les bons parce que ça a fait très cyclamé, mais cadrer les choses, c'est-à-dire on a compris, on a un peu deep dive dans le besoin, c'est-à-dire qu'on y voit à peu près clair sans avoir fait le truc spécifique et on voit à peu près comment on pourrait s'y prendre. Et sauf, enfin, en gros, tu as quand même dû enlever les verrous technologiques forts, c'est-à-dire s'il y a de la mmh, R&D ou autre, tu as dû les traiter en avance de phase, etc. Sinon, ton costing macro, il y a trop d'hypothèses sur des choses qui ouais, peuvent. bien sûr. Ouais. Donc, tu as une micro étude de ces grands jalons techniques R&D ou autres pour être sûr que ta capacité à faire et tes équipes en place sont en capacité de le faire sans prendre un gros mur parce qu'il y avait un enjeu Mmh, tech, réglementaire ou autre. Ça, c'est un premier point. Donc là, du coup, toi, tu es d'accord sur ton capacitaire et globalement avec les jalons. Ensuite, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'au niveau donc du coup des autres départements ou des gens qui travaillent avec vous, ils ont besoin d'avoir une vision un peu plus quarter, c'est-à-dire, OK, ce quarter-là, qu'est-ce qu'on va traiter dans ces. Donc, il y a une espèce de roadmap des grandes épiques que tu avais mis dans l'année qui se précise un peu plus sur le quarter, qu'est-ce qu'on traite. Alors, mmh, est-ce qu'elles sont redécoupées ou pas parce qu'elles étaient trop macro? ouais. Il peut y avoir un redécoupage, mais en gro, tu as un premier engagement de voilà sur quoi on bosse ensemble sur ce trimestre-là. C'est une question. Alors oui, c'est ça. Enfin, Il n'y avait pas de point d'interrogation dans mon non, non, mais intonation, mais c'était une question. dans l'idée, c'est ça. En fait, il se trouve que ces dernières années, je fais pas mal de safe, Ouais, donc d'agilité à l'échelle. Et safe, ça fonctionne effectivement par trimestre. Je simplifie un peu à l'extrême, mais l'idée, c'est que ça fonctionne par trimestre. Et donc, en chaque début de trimestre, tu as l'équivalent d'un sprint planning, mais à l'échelle. Donc, sur un truc qui s'appelle le PI planning. Et quand tu fais ça sur des équipes très grandes, tu as aussi des rituels pour la préparation de ton budget au trimestre, en fait. Et donc, en fait, toute ton année, elle est découpée au trimestre et tu vas planifier, euh, donc en mode agile, avec un PI planning les 3 mois qui viennent. Tu vas faire ton budget aussi sur les 3 mois qui viennent. Tu vas effectivement redécouper les grandes fonctionnalités sur les 3 mois qui viennent. Effectivement, tu vas faire tout ça, ouais. du coup, on est Et- d'accord que du coup, tu vois, il y a quand même ce côté échelle intermédiaire d'engagement. Pas, je sais que les mots ont un sens et des fois créent un peu ce côté. Enfin, les mecs de l'agile sont un peu horripilés par ce genre de truc parce que ça remet en question. Mais en gros, tu as quand même un go entre qu'est-ce sur quoi on bosse là ce trimestre-là. oui, Nous, les gars, on va faire au mieux qu'on peut avec ce qu'on avait compris avec les gens, etc. Maintenant, on va retravailler ensemble, redécouper tout ça. Mais notre focus du ouais. quarter, sur ça, c'est OK, c'est ça, c'est pas les autres jalons, enfin les autres épiques ou autres qu'on va traiter, c'est ceux-là. Et en Oui. gros, tu affines par sprint après très précisément pour le délivrer. Ouais, par contre, le deal en safe, c'est que sur le trimestre qui vient, tu ne t'engages que sur 80% de tes capacités. Oui, mais après ça c'est une très bonne, tu tiens en compte, tu sais que tu as de l'imprévu, etc. et que tu te mets Ouais, pas à 100%. Ça c'est non mais très clair. Mais c'est intéressant ce côté quarter parce que moi ce que j'ai vu c'est que la direction en fait ça lui suffit de comprendre en quarter sur quoi on bosse et qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble. Elle n'a pas besoin.
en termes de road mapping. Après, en termes de suivi, d'arbitrage, etc., il y a d'autres choses. Mais en termes de quarter, c'est une temporalité dont elle a l'habitude, commercialement. Ouais, en fait, je pense que c'est surtout ça, effectivement, c'est une temporalité qui est un peu habituelle. Quand j'étais chez LVMH, là pour le coup, on était au sprint près, mais je pense que c'est aussi parce que bah, vous avez connu ça, je pense, chez Arsas, mais on jouait un peu notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'il Non, mais y a... le rush, c'est le rush. Le Ouais, mais rush, t'es c'est sur le même pas qu'une sprint, quoi. question de rush, c'est qu'au début, tu développes sans revenu. Oui, non, mais t'es en mode, il faut trouver le point d'équilibre, quoi. Et il y a un moment, en fait, enfin, je veux dire, t'as pas encore de clients, Ouais. t'as que les équipes qui sont en train de travailler. Il y a toute une période pendant laquelle, de toute façon, t'as pas d'activité à gérer, si ce n'est le développement de la boîte, quoi. Et donc oui, pendant cette période-là, on était sur un suivi très rapproché du DG, ce qui me semble normal. Et puis après, tu vois, ça s'est un peu délayé dans le temps parce que l'activité démarre et que tu peux effectivement regarder ça au trimestre. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que cette périodicité du trimestre, elle est pas mal parce que tout le monde est habitué à ça. En plus, il se trouve que Safe s'est aligné là-dessus, donc c'est bien, quoi. Ça te va. Très bien. Un autre point par rapport à ce côté, on va dire planning, budget, etc. Donc en fait, la discussion sur les ressources en plus, elle y est liée parce que plus en moins, c'est quand même une question. C'est une question où tu prouves à ta direction générale que tu peux pas faire plus parce que ta capacité à faire est pas là. Et que donc Ouais. du coup, ça c'est une discussion. Moi cette discussion-là, donc c'est très, enfin, c'est pas lié au budget dans le sens presta, etc. Mais c'est lié quand même à ton budget global à toi en termes d'équipe et tout. Bien sûr, Ça ouais. c'est un point, mais je comprends pas. J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience là-dessus. J'ai plein de DSI où c'est complètement explosé. Tu vois, derrière ça, etc., on le voit, on parle avec pas mal de prospects où en fait ils Hmm. ont, mais je sais pas, je suis DSI de 3000 personnes, j'ai 5 chefs de projet et j'ai 70 projets. Enfin, tu vois, le truc, humainement, tu vois, il y a une équation de 3 qui fonctionne plus, quoi. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à se dire que, ou alors peut-être que tu vois, c'est peut-être présomptueux de ma part, hein, c'est pas la bonne façon de voir, mais que si ta capacité à faire, elle n'existe pas, t'es entre le marteau et l'enclume, et ça sert à rien de rester parce que tu ne fais que accélérer ton échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit ton boss te dit, on supprime des projets parce qu'on reste sur la même capacité à faire, mais fine, parce que bah, du coup, c'est une question budgétaire de priorisation, mais tu peux pas rajouter, rajouter, rajouter avec à faire des choses sans avoir ce dialogue sur le capacitaire. Et c'est un dialogue que beaucoup de DSI n'ont pas avec le DG de manière un peu blanc ou noir. C'est quoi pourquoi il y a ce, je sais pas moi, ce tabou, ce truc autour de ça? Ta vision à toi? Je sais pas s'il y a vraiment un tabou là-dessus. Par contre, pour des gens qui travaillent aux finances, mais ça peut être aussi, enfin, en fait, pour des gens qui sont pas de l'informatique, c'est vrai que tu as rapidement cette croyance que tu as une équipe de 5 personnes, t'en rajoutes un sixième, bah en fait, ta capacité à faire, elle passe de 5 à 6 comme ça. Et enfin, c'est pas vrai, quoi. Enfin, tu vois, j'avais un chef il y a très longtemps qui me disait avec 9 femmes, tu fais pas un bébé en un mois. Et c'est un peu ça l'idée. C'est pas comme ça que Non, mais c'est imagé, c'est. on voit bien le truc, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'effectivement, c'est pas comme ça que ça marche. En réalité, il faut bien. Et ce que j'aime bien dans les méthodes agiles, c'est que ça, en fait, tu peux le mesurer au bout d'un certain temps. Quand tu vas rajouter quelqu'un, déjà, il y a une courbe d'apprentissage sur la personne qui va arriver, qui est plus ou moins longue en fonction de la personne. Alors ça, les entreprises arrivent à l'intégrer plutôt bien. Ce qu'elles n'intègrent pas, c'est que cette courbe d'apprentissage, elle n'est pas autonome, quoi. Elle se fait pas tout seul. Il y a des gens qui vont venir expliquer aux mecs en fonction. Et plus que ça, quelqu'un qui va rentrer dans une équipe, ça va modifier la dynamique de l'équipe. Et ça m'est arrivé de le voir. Parfois, tu fais rentrer une personne dans l'équipe, ça flingue la vélocité de l'équipe. Et pas forcément parce que les mecs passent du temps avec le nouvel arrivant, ça peut être aussi parce que le nouvel arrivant met une mauvaise ambiance dans l'équipe, par exemple. Ouais, ça Ou casse enfin, le rythme tu peux avoir plein de collectif. trucs. Et alors du coup, tu peux rajouter des gens dans une équipe, mais je pense que si tu le fais, déjà, faut le prévoir assez longtemps à l'avance pour toutes les raisons qu'on vient de se dire, parce qu'il y a
parce qu'il y a une montée en compétences à prévoir, parce qu'il y a une potentielle modification de la dynamique d'équipe, parce que rajouter quelqu'un dans une équipe, c'est pas neutre, t'es pas juste en train de rajouter un chou-fleur sur l'étal, c'est pas comme ça que ça marche. On parle de gens là, et du coup, faut maintenir quelque chose en place. Donc, faut le prévoir. Et malheureusement, ce qui se passe très souvent, c'est que quand le projet commence à être au rouge de partout, les mecs ils te disent ah bah oui, mais on peut pas décaler, donc vous allez me rajouter 5, 10, 15, 20 développeurs. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué, c'est pas efficient. En fait, je pense que tu peux le faire, et je l'ai fait, hein, bien sûr, comme tout le monde, mais ça sera pas efficient, faut l'avoir en tête, quoi. Tu vois, ce qui Non, m'est mais arrivé à une certaine date, ce qui m'est arrivé à un moment, c'était que on a un gros truc qui nous est tombé à faire très très vite. Et incapacité de faire ça avec les équipes que j'avais. Donc évidemment, c'est un problème. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté 2 équipes, toutes neuves, full presta. Euh, et elles ont sorti le truc, mais pas au niveau de qualité qu'on aurait pu faire si on avait été dans des conditions nominales, si tu veux, quoi. C'était du dégradé. Mais on le savait, tu vois. Donc, tant que tu le sais, ça va, quoi. Mais faut pas croire que tu peux faire ce genre de truc en un claquement de doigts et que tu vas sortir la même chose. C'est comme je vois plein de gens qui partent en offshore en se disant ça va être pareil qu'avant. Non, non, non. Culture différente, décalage horaire, qualité pas forcément la même. Enfin, oui, tout non, ça, je trouve que. ça va être compliqué, quoi. Ouais, enfin, tout ça, là, le fait de se dire je rajoute 15 personnes, ça va aller 2 fois plus vite, ou partir en offshore machin, je trouve que ce sont des raccourcis et qu'on mesure pas assez l'impact réel que ça a, quoi. Je comprends. Mais du coup, tu n'as pas répondu à ma question. Parce que, non, mais j'entends à ton point, c'est en fait, est-ce que toutes les DSI, pourquoi toutes les DSI ne communiquent pas leur capacité à faire en continu? Parce qu'au final, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que tu travailles, tu ne te bases que sur ça au final, sur Mais qu'est-ce que t'entends par elle communique pas? Parce que enfin, il est connu le capacitaire en général. Bah, franchement, quand tu vois que tu as 40 fois trop de projets par rapport à 40 fois trop de projets dans ton backlog priorisé par un codir, parce que, en gros, qu'est-ce qui se passe? Enfin, l'histoire que je vois, moi, dans tous les cas, souvent. Tu as un plan strat qui est sorti de 3 ans, 4 ans, tu vois, qui se décompose en grand programme, etc., qui se décompose en projet. Mais là, en fait, il n'est pas associé une montée en puissance du capacité à faire de la DSI sur la chefferie de projet ou autre. euh, Directement, quoi. Il y a quelqu'un, un Le... gros délai ou un DSI qui saute, quoi. Alors, c'est un peu difficile de répondre à ta question sans avoir le contexte précis. Mais j'ai un cas très similaire. Oui, après, peut-être que c'est des Euh, généralités, mais c'est parce que je le vois souvent, non, 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 mais ce contexte-là, c'est quoi. pas forcément des généralités, mais j'ai un cas similaire où il y a 350 projets en cours. Après, c'est une DSI qui se compte en milliers de personnes, hein. Euh, mais en fait, et pour le coup, le capacitaire est pas affiché. Même s'il est connu, mais il n'est pas affiché. Mais il l'est pas, et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure où on cherche à faire des budgets à la personne, au jour et au projet. Ce capacitaire, il l'est pas parce qu'en réalité, il y a une relation client-fournisseur à l'intérieur de l'entreprise. Et le métier, puisqu'ils ont encore des métiers, ils s'en foutent complètement de savoir combien il y a de personnes derrière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise combien ça coûte une fonctionnalité et qu'elle soit livrée dans les temps. Point barre. C'est comme si, en fait, ils signaient un contrat avec une ESN, tu vois, c'est pareil. Ils arrivent et disent voilà, moi je veux faire ça, dis-moi combien ça coûte quand tu me le livres. Derrière, tu en mets 10, 20, 15, pas mon problème, c'est le tien, quoi. Ok. Et tu vois, tu as cette relation un peu malsaine que tu pourrais avoir avec un sous-traitant, mais qui se retrouve hein, dans pas mal d'entreprises, et c'est spécialement vrai dans les entreprises qui ont des GIE d'ailleurs, évidemment. Bien sûr. Et dans ce cas-là, je pense que tout le monde s'en fout du capacitaire. Après, Ouais. dans le GIE, évidemment, le capacitaire, il est suivi, parce que lui, il est important. Mais tu vois, j'ai pas pour répondre à ta question, j'ai pas l'impression que dans des entreprises de taille plus petite, ou dans des entreprises dont le seul métier, c'est de l'informatique, que le capacitaire soit pas connu, quoi. Je pense qu'il est connu, hein. Bah, dans les ETI aujourd'hui, dans les ETI, non, on va dire, qui sont, tu vois, industriels, services, etc., mais qui sont pas tech à la base, ou enfin, pas tech, qui font pas du web ou autre.
et qui ont une DSI qui fait des projets, ça reste quand même une notion qui est pas la notion la plus répandue. Dans tous les cas, il y a une Ah ouais. un gros delta entre le plan strat, les grands programmes qui sont sortis, et, euh, l'atterrissage demain. En fait, aujourd'hui, tous tes projets là qui sont dans le plan strat, etc., si on les fait, c'est pas en 2026 qui sortent, c'est en 2029, quoi. Ouais, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ok. Et tu vois, Bah, et du je coup, pense, et, finissons là-dessus. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue parce que c'est quand même ouais, encore une relation de capacitaire, de budget, dans tous les cas de prévision au niveau d'une échelle temporelle longue, quoi. ouais, je pense que c'est un autre sujet parce que enfin, après, c'est mon expérience, hein, et c'est ce que j'ai Ouais. vu Bah, dans. attends, c'est un podcast avec Olivier Gong, hein, c'est Ouais, pas. ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une vérité générale, mais ça reste vrai. Et encore une fois, je pense que c'est spécialement vrai dans les grands groupes, que quand un grand programme démarre, et donc là, tu vois, je suis un programme pluriannuel au-delà de 5 millions d'euros, il y a un moment où les mecs savent pertinemment, ils vont dire ça sort dans 5 ans. Et ils savent très bien que ça sortira pas dans 5 ans. Et tout le monde le sait. Parce que de toute façon, en 5 ans, il peut se passer tellement de choses que tu n'as aucune chance que ton truc finisse dans les conditions nominales. Mais en fait, ils vont le. Et quand je dis ils, on est soit middle management, soit top management. Mais ils vont le vendre quand même, parce qu'il y a, déjà d'une part, parce qu'il y a un intérêt politique derrière aussi, parce qu'ils savent aussi que s'ils le font pas, le projet ne démarre pas, tout court. Et qu'il y a un moment, enfin tu vois, je pense à des projets de Move to Cloud par exemple. Ça, c'est des projets qui coûtent extrêmement cher, qui durent très longtemps. Euh, mais c'est vachement difficile de dire oui, oui, je te mets tout dans le cloud public dans 2 ans, quand tu as des milliers, voire des dizaines de milliers de serveurs avec des systèmes complexes dessus. Mais comme les mecs savent qu'ils vont pas faire leur move to cloud s'ils n'arrivent pas à donner une date de sortie, bah en fait ils y vont quand même. En se disant de toute façon faut le faire. Donc oui, je vais donner une date, et oui, elle sera pas respectée, et on gérera au fil de l'eau, quoi. Ok. C'est un peu le fait de dire, bon, ben, dans tous les cas, tu dois lancer des programmes. Tu sais que la date finale, c'est trop gros pour que, et après, on verra comment on s'y prend Ah si ouais, tu mais, arrives à faire. ouais, mais tu vois, on tourne toujours autour des mêmes sujets, hein. Si les mêmes personnes pouvaient dire à leurs dirigeants, on va se lancer dans un move to cloud, on pense que ça va prendre 2 ans, mais il y a tellement d'inconnus qu'on peut pas le garantir, et que les mecs en face étaient capables de l'entendre, bah on n'en arriverait pas à ce genre d'absurdité. On tourne toujours autour de la même chose, hein. On tourne autour de la confiance, de la capacité à donner un budget avec une capacité à faire sans être complètement sûr que ça arrivera à la fin. Ouais, et je comprends que ce soit difficile. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis chef d'entreprise, et donc je comprends bien. mais, mais il n'en reste pas moins qu'à vouloir tout contrôler, en fait, on en arrive à avoir des modes de fonctionnement qui parfois sont ubuesques. Il y a eu longtemps cette discussion autour de Safe, Mhm. où les purs agilistes détestaient Safe, parce que justement, dans Safe, t'as de la planification, t'as du budget, t'as ce genre de choses que. Et ils détestaient Safe à cause de ça. Sauf que les dirigeants aiment bien Safe parce que justement, ils retrouvent leurs petits à l'intérieur. Tu vois, Et, eux, ils retrouvent ils retrouvent les drivers en fait de leur métier, quoi, qui sont les budgets, qui sont la planification, qui sont les risques. Enfin, tu vois ce qu'un dirigeant fait, quoi. non, mais c'est top. Je suis fan. Je suis fan parce que après Safe quand tu vois, moi j'y suis allé, j'ai bien lu le truc et tout, enfin, ils aident pas les gars, hein, c'est une usine à gaz à comprendre. Enfin, il faut avoir bac plus 8, avoir fait 2 fois le tour de la Terre pour comprendre le doc. Ouais, mais enfin, oui et non, parce qu'au final, enfin, oui, c'est un peu compliqué quand même, mais enfin, faut quand même bien se rendre compte que Safe, c'est fait pour des équipes extrêmement grandes. Ouais, mais si tu veux, ça on s'en fout. En gros, tu vois ce qu'on a parlé là, ce que tu as dit, c'est des concepts qui sont pas du tout liés à la taille de la boîte. Ce que tu Oui, as oui, dit, oui, oui, oui. année, trimestre, non mais Non, non, c'est mais vrai. d'accord. Et donc du coup, ça rend, si on reprend sur la question ça rend complexe quelque chose qui pourrait être beaucoup plus simple, tu vois, Ouais, dans mais sa d'un configuration. autre côté, la force qu'ils ont, c'est que tout est documenté. Non, non, mais attends, moi je Mais critique pas le fait de dire, j'ai juste que c'est pas accessible. Tu vois, moi j'ai essayé de comprendre le truc et tout, c'est une usine à gaz quand tu arrives dans la doc. Moi je te parle sur le gros, tu vois, ok, tu as je le suis groupe du d'accord. 440 safe comme ça, avec des gens comme toi qui ont bien pensé le truc, tu vois, tu peux mettre en place ça. Tu prends les PME et les ETI entre 200 et 1200 personnes.
safe là-dessus, c'est un très gros marteau, hein, on va dire ça comme ça. Alors que dedans, tu vois, ce qu'on a parlé d'année, de trimestre, de comment tu fais le capacité avec ça, ce sont des concepts qui peuvent être expliqués plus simplement et qui C'est peuvent vrai. être mis en place par les équipes, parce que les équipes, mais parce que le codir a confiance, plus simplement aussi. Non, mais c'est À vrai, mon t'as raison. sens. T'as raison. Non, mais top. Écoute, merci Olivier, c'était très cool. Ciao. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur deux, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn et vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous.